Bienvenue dans ce webinaire vert, on va dire, Green Webinar ou webinaire transition écologique. On avait envie à la formation continue N3S de prendre le temps là, en ce printemps de faire le point sur toutes nos offres de formation et en matière de transition écologique, d'accompagnement à la transition écologique, parce que finalement, on a au fil de l'eau rajouté certaines briques. On a pu aussi, il y avait beaucoup de choses, c'est un domaine dans lequel ça évolue aussi assez vite. On a pu avoir aussi des retours d'expérience, des retours d'intervention qui nous ont permis de revoir l'ensemble, et on voulait essayer de vous présenter un tout un peu cohérent, voilà, de ce vers quoi on se dirige pour cette année. Et aussi, je vois que la date n'est pas la bonne, on va dire 2024, le 28 mai 2024. Et donc pour cette année 2024, le second semestre essentiellement, et 2025 aussi. Et pour ce faire, on a réuni deux intervenants experts, Alexandre Bert d'un côté, Philippe Darentière de l'autre, sur lesquels on aura un zoom sur deux domaines de formation et d'accompagnement qu'on vous propose. Avant de les entendre et de les écouter, je voulais déjà vous rappeler donc sur le fonctionnement du webinaire. Bon, c'est comme d'habitude, hein, on a mis, voilà, on va avoir 45 minutes, 15 minutes de questions-réponses. Donc on a 45 minutes au maximum, on pourrait déborder un petit peu s'il y avait beaucoup d'échanges. On vous envoie bien sûr en fin de webinaire et le support de présentation et un questionnaire d'évaluation. Vous pouvez communiquer essentiellement par le chat avec nous pour qu'on puisse prendre les questions-réponses au fil de l'eau. Je voulais aussi vous dire qu'au-delà des offres de formation qu'on va vous présenter là aujourd'hui, la transition écologique, c'est avec l'intelligence artificielle, c'est nos deux vraiment fils directeurs. Il y en a plein d'autres, mais deux principaux fils directeurs pour la formation continue pour cette année 2025, et que ça vient quand même aussi alimenter d'autres programmes qu'on n'a pas le temps de vous présenter, mais à titre d'exemple, on a un master management stratégique de la protection sociale pour les managers. Bien entendu, on a des parties transition écologique et protection sociale qui sont intégrées. On a un cycle pour des hauts potentiels qu'on appelle stratégie nationale dynamique de réseau, c'est pour des cadres dirigeants protection sociale. On va aussi travailler cette dimension transition écologique. On a aussi des modules qu'on appelle gestion du risque maladie, avec des modules par exemple consacrés au transport sanitaire ou bien aux médicaments et aux produits de santé. Dans ces deux modules-là, on retrouve bien entendu, parce que c'est hyper important, tout l'aspect transition écologique et transport, par exemple l'éco-partage, hein, avec les négociations qui sont un peu compliquées avec les transporteurs. Sur le médicament aussi, on sait que le médicament fait un poste important d'émissions de CO2. Donc voilà, on veut vraiment que ce soit intégré, présent partout. Après, on a des offres dédiées. Donc il y a les deux que nos experts vont venir vous présenter, vous détailler. Et puis, on a aussi deux autres formations. Une, c'est manager la transition écologique dans son organisme. Et l'autre, elle s'appelle le manager shifter. Là, l'objectif, il est double. Le premier objectif pour manager la transition écologique dans son organisme, c'est de faire déjà un diagnostic, d'arriver à faire un premier diagnostic de la maturité d'une démarche de transition écologique dans un organisme de sécurité sociale, voir où vous en êtes. Ensuite, c'est aussi de pouvoir vous donner des leviers d'action pour développer une culture partagée de la transition écologique, comment je partage ça avec les équipes notamment. On verra aussi dans cette formation, il y a aussi des choses ensuite qui vont aller travailler l'animation et le travail avec toutes les parties prenantes, parce que transition écologique, c'est pas uniquement les agents d'une caisse de sécurité sociale ou de protection sociale, c'est aussi des usagers. Et qu'on sait qu'il y a un impact fort des déplacements, des usagers, des allocataires, assurés, appelons-les comme on veut. C'est aussi les partenaires, les autres services publics. Donc tout cet écosystème, que ce soit en mode gestion de projet ou en mode partenariat, il doit être embarqué dans une démarche de transition écologique, et c'est bien l'objet de cette formation, de vous outiller pour pouvoir mieux structurer cette démarche-là. Je sais qu'il y a des caisses, par exemple,
lance dans des schémas directeurs de transition écologique, un peu comme on a des schémas directeurs RH. Donc voilà, c'est aussi de pouvoir revenir sur cette dimension-là. Ça, c'est la formation, manager la transition écologique dans son organisme. Et puis pour tous les managers, du cadre dirigeant au manager stratégique, mais aussi manager de service, le manager shifter, c'est une journée, c'est un peu plus court, le format c'est un jour. Là, c'est de montrer comment la transition écologique, ça peut être un levier d'animation d'un collectif managérial. Par exemple, on sait que la transition écologique, pour certains, alors pas que pour les nouveaux d'ailleurs, mais bon, c'est pas que pour les nouvelles générations, aussi pour les anciennes, ça peut être un levier important pour donner du sens au travail. Ça peut être un premier élément pour le manager, comment il mobilise ça pour fidéliser son équipe. Comment il utilise aussi, comment il innove dans son organisation pour intégrer cette dimension-là. Par exemple, en termes de politique de déplacement, en termes d'utilisation des systèmes d'information. Enfin, il y a plein de choses où, même si on n'est pas le pilote RSO de son organisme, même si on n'est pas le manager stratégique ou l'agent de direction qui porte le schéma directeur transition écologique, on a tous un rôle à jouer. Cette formation, le manager shifter, elle vise vraiment ça. C'est voilà, le manager comme élément de transformation. Donc le shift, c'est en référence à cet anglicisme sur la personne qui accompagne la transformation et la transition. Donc on a repris ça avec le Shift Project derrière, que je pense que vous connaissez tous, qui a initié ces démarches-là. Mais là, ce qu'on veut, c'est que le shift, la transformation, elle soit portée par le manager. Voilà, donc on a donc ces deux grandes formations, donc une de 2 jours, manager la transition écologique dans son organisme, et une sur une journée plus pour le manager dit shifter ou le manager transformateur. Vous retrouverez ça ensuite dans le support, mais c'était voilà, je voulais vous dresser un panorama un peu de là où on en est à l'EN3S en matière de formation continue. Ensuite, pour ce webinaire, on a fait le choix de zoomer sur 2 angles qui sont complémentaires. Le premier, je remercie Alexandre Berthe qui a travaillé aussi avec le N3S il y a le temps passe, il y a quelques années déjà, sur Oui, un rapport Proseco, protection sociale et transition écologique. Et depuis maintenant, il intervient, que ce soit auprès, par exemple, d'administrateurs ou de conseillers, mais aussi auprès de cadres dirigeants à différents titres pour avoir une approche transition écologique et protection sociale, les interactions systémiques entre les deux, du diagnostic jusqu'au levier d'action. Et voilà, il est là pour nous en parler aujourd'hui. Je vais lui laisser la parole. Ensuite, on prendra un peu de questions-réponses. Et ensuite, Monsieur Darentière viendra nous présenter la partie dialogue social et transition écologique. Alexandre, merci Benjamin. Dis-moi, vous m'entendez? Ouais. très bien. Donc, en effet, pour me présenter rapidement, donc Alexandre Berthe, donc je suis enseignant-chercheur en économie. J'ai en effet travaillé sur un projet de recherche au tout début, mais il n'y a pas si longtemps que ça finalement, où la protection sociale souhaitait renforcer sa transformation écologique, donc sur un projet de recherche qui s'appelait Proseco. Et puis, je travaille plus globalement en recherche sur les liens entre enjeux d'inégalité sociale et de transition écologique, et, notamment avec voilà, des travaux sur les conséquences des inégalités sur la transition, des travaux qui sont repris dans le GIEC notamment. Donc, au niveau ensuite de la formation, donc si on peut passer à la slide d'après. Donc, on avait construit une formation à l'origine pour des administrateurs, donc pour en fait en partie acculturer les administrateurs aux enjeux de transition écologique et leur faire comprendre que c'était des enjeux importants pour les nouveaux, pour la transformation de la protection sociale. Et puis, c'est aussi des formations qui peuvent s'adresser aux cadres dirigeants, donc avec l'objectif bah, potentiellement de s'approprier les défis environnementaux, d'y revenir, donc sans se substituer à des outils comme la fresque ou des bilans carbone individuels, mais pouvoir reprendre ce genre d'éléments-là. Moi, c'est des choses que je connais bien également. J'ai une formation d'ingénieur à la base, d'ingénieur agronome, donc je connais bien ces enjeux. Et puis après, d'aller directement plus spécifiquement sur les défis pour la protection sociale face à la transition, avec ce qui a été fait dans les différentes formations, c'est une objectif d'aller un peu en ce que j'appelle en entonnoir inversé, c'est-à-dire au début de reprendre
les responsabilités individuelles qu'on peut avoir face à la transition écologique, puis après d'aller voir comment elles s'implantent dans les organisations de sécurité sociale. Donc redévelopper légèrement les enjeux de RSO, mais dont ce n'est clairement pas ma spécialité, mais voilà, maintenant je connais bien les différentes quêtes, j'ai pu travailler avec certaines, donc je les comprends quand même en partie, mais surtout revenir à tout ce qui peut être fait en termes externes pour verdir à la fois les prestations sociales ou l'action sociale, et donc essayer de comprendre comment ça s'inscrit plus globalement dans une transformation de la protection sociale. Donc ça, c'est repris à partir des travaux scientifiques sur le sujet forcément. Et puis on peut aller au-delà aussi pour essayer de comprendre quelle place va prendre la protection sociale à terme dans nos modèles de société. Et donc c'est ça que j'ai pu développer dans ces formations avec différents formats, si on peut passer à la suite, hein. À la slide suivante également. Je ne sais pas si j'ai la main en fait, je ne suis pas sûr. Donc l'objectif, ça a été de l'adapter au niveau de formation des personnes concernées, forcément, et puis à la volonté de devenir expert ou non de ces sujets, c'est-à-dire est-ce que c'est juste un but d'acculturer sur la transition écologique et les liens avec la protection sociale ou vraiment de devenir expert, avec des formats aussi différents, intégrant plus ou moins de travail collectif sur le sujet. Donc soit un format conférence, pour revenir ma formation d'origine, ou alors des formats plus interactifs qu'on peut aussi mettre en place. Et puis, slide suivante encore. Donc, pour prendre un exemple, si on prend un exemple maladie, l'objectif, c'est de reprendre la discussion sur ce que l'enjeu santé-maladie peut avoir en lien avec les transitions, donc toutes les perspectives thématiques autour de One Health, autour des travaux du GIEC sur la santé, etc. Ensuite, revenir sur ce qui peut exister déjà dans les différentes caisses. Donc, vu que j'ai beaucoup travaillé avec les organismes, maintenant, c'est des choses en général que je connais bien, même si en effet, comme le dit Benjamin, ça va relativement vite. Et donc, c'est toujours à remettre à jour. Et puis aussi, la connaissance des travaux scientifiques en fait, sur protection sociale et écologie, des travaux assez appliqués, hein, que ce soit parce que nous, on a pu faire avec Proseco, ce que peut faire le Shift aussi, que je connais également très bien. Et puis, toute la littérature internationale sur santé et puis transition. Et puis revenir aussi à la place que cela peut prendre dans les systèmes sociaux plus dans leur ensemble. Bien sûr, la protection sociale et écologique, ça amène une transformation de la protection sociale, mais ça doit s'inscrire dans des scénarios plus globaux. Et sur la dernière slide, si on peut la passer, donc ça vous montre un peu des outils voilà, qui peuvent être mobilisés, hein. Donc là, on a par exemple en haut les scénarios de l'ADEME qui peuvent être à partir desquels on peut réfléchir à la place de la protection sociale. Dans les scénarios de l'ADEME, la protection sociale n'est pas du tout abordée. Donc au final, ça permet de travailler à cet enjeu-là, de se dire suivant le modèle qu'on choisit, au final, quel va être le rôle de la protection sociale. Des outils un peu plus pratiques, comme on a essayé de construire là, le tableau avec Proseco sur comment une prestation sociale peut être transformée. Est-ce qu'on peut avoir des outils de brainstorming sur tout ça? Et puis aussi des bilans. Là, on a les résultats, par exemple, du Shift Project sur la santé. Maintenant, il y a sur l'autonomie. Donc, aller sur ces détails-là pour essayer de comprendre un peu les grands postes à transformer. Là, c'est sur le côté impact du système de protection sociale, mais c'est aussi important de prendre en compte la dimension santé-environnement également, ou alors le lien entre petite enfance et enjeux environnementaux. Là, on est sur des thématiques un peu différentes. Voilà ce qu'on peut avoir comme type d'élément, puis à co-construire forcément avec les équipes à chaque fois, hein, en fonction de ce qui est le plus important sur ces formations-là. Voilà ce que je pouvais raconter en premier lieu. Et puis bien sûr, ça s'inscrit autour de l'évolution de la législation. Je vois la dimension CSRD, donc de la législation en amont des rapports ESG qui sont demandés, etc. Voilà de mon côté, Benjamin. Merci beaucoup, Alexandre. Je voyais, alors dans le fil de conversation, il y avait des questions qui sont parfois un peu techniques pour moi. Si on prend la dernière, alors le CSRD, moi je ne connais pas. Euh, comment la protection sociale se positionne par rapport à la CSRD, à sa chaîne Amont-Aval. Je ne sais pas si l'un de vous deux, Alexandre, Berthe, Philippe Darentière, sachez un peu plus sur ce domaine-là. Je faisais des recherches assez rapides, mais je voyais que ça allait voir avec le schéma de défense. Mais
Alors, Euh, la CRD, c'est une directive européenne de euh, communication sur des orientations de développement durable, des communications extra-financières. Donc, effectivement, il peut y avoir dans ce cadre certaines obligations qui incomberaient aux organismes de protection sociale sous l'angle de leur politique financière, en effet. Et ça, je ne suis pas suffisamment compétent pour hmm, affirmer ce point. Oui, et même quand c'est pas obligatoire, il y a aussi la volonté d'être un peu proactif sur tout ça, parce que ça s'applique plutôt aux grosses organisations pour l'instant, notamment grandes entreprises, mais c'est en train de redescendre les logiques CSRD petit à petit sur tous les organismes. Et donc il y a certains organismes qui ont déjà des rapports ESG, qui ont déjà aussi des bilans carbone qui sont réalisés. Ça dépend, c'est pas tout le monde n'est pas dans la même dynamique sur ces enjeux-là, mais ça s'imposera de manière assez logique de hmm, plus en plus, en tout cas aux organismes, d'avoir une communication. Et puis même en termes de stratégie, et c'est pour ça que certains s'y impliquent sans obligation légale, en termes de stratégie des organismes, ça peut être important d'avoir ce type oui. d'éléments. Donc par exemple, je sais, enfin, pour avoir vu sur l'UNEDIC récemment, il y a un rapport ESG maintenant qui est mis en place sans avoir eu l'obligation légale en amont. Pour la loi Pacte, j'avoue que je connais moins son importance. Enfin, je la connais, mais je connais moins son importance pour les organismes. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Philippe a une information sur ça. Non, je n'ai pas d'informations particulières sur l'applicabilité de la loi Pacte pour les organismes de sécurité sociale. Ok. Bon, écoutez, on va phosphorer d'ici, on va essayer d'apporter des réponses un peu plus précises. Après, il y a une dimension aussi sur laquelle on pourrait revenir, c'est que on a quand même au niveau là, des caisses nationales, hein, au niveau de la sécurité sociale, euh, toutes les caisses nationales ont intégré, donc ça c'était une demande dans la construction des conventions d'objectifs et de gestion déclinées ensuite au sein des organismes, ont intégré la dimension transition écologique à des titres divers et variables, mais s'il y a bien une constante déjà, c'est de se mettre en ordre de bataille pour avoir à minima un diagnostic et une étude d'impact carbone. Ça, c'est quand même par branche, ça c'est un point commun. Certains se sont adossés au Shift Project. Là, récemment, on peut peut-être y revenir, Alexandre, si tu peux en dire davantage sur l'étude qui est parue donc, en lien avec le N3S, la branche autonomie, la Caisse nationale solidarité pour l'autonomie, CNSA, et le Shift Project qui a publié déjà des données. Je sais que côté recouvrement, c'est aussi le cas. Ils ont déjà fait ces démarches-là. Côté maladie, c'est en cours. Famille aussi. Voilà. Donc, toutes ces branches ont ça. Et puis après, évidemment, il y a toute une batterie dans ces coges d'objectifs qui vont aller prendre des leviers d'action qui permettent d'avoir une politique développement, transition écologique efficace. Donc, évidemment, les grands postes, on connaît les grands postes d'émission qui ne sont pas spécifiques à la protection sociale, hein. L'immobilier, bien entendu, les mobilités donc internes, mais aussi, comme je le disais en préambule, les mobilités des usagers, des assurés de la sécurité sociale. Bien entendu, toute la partie SI, système d'information, l'impact des données, on va dire, de la gestion des données. Et puis, il y a aussi dans ces schémas directeurs la volonté des caisses nationales. La plupart ont maintenant une direction de la transition écologique, s'organisent aussi pour que ce soit piloté et fait de façon harmonisée. Voilà, je ne sais pas, Alexandre, si tu veux dire des choses Non, peut-être non, mais sur la en effet, CNSA. Benjamin, c'est maintenant présent dans l'ensemble des COG, cette dimension. D'ailleurs, c'était Proseco, l'objectif, c'était de travailler en amont sur ce qui allait pouvoir être intégré dans les Mm, différentes COG. Donc, c'est sur ça qu'on avait travaillé. Et en effet, la CNSA l'a fait là récemment. La branche maladie, en fait, l'avait fait précédemment, hein, le travail avec le Shift Project en identifiant notamment la filière médicaments, qui était un peu ça, qui était spécifique par rapport à ce qu'on aurait pu attendre comme résultat, de montrer que la filière médicaments était quand même importante. Et puis aujourd'hui, on sait que dans la CNAM, il y a à la fois une volonté d'agir en tant que régulateur, hein, c'est ça qu'il faut prendre en compte, de tout un système de santé. C'est le cas aussi pour l'autonomie, de dire on arrive en tant que régulateur d'un système de l'autonomie en France, et puis aussi d'avoir toute une dimension interne
autour de la réduction de l'empreinte carbone. Après, en termes de comptabilité, ce qui est plus évoqué, bon, je connais bien sûr les doubles comptabilités et puis des travaux qui peuvent être faits par des collègues en comptabilité écologique, mais j'avoue que je ne sais pas à quel point ça s'imposera aux organismes d'un point de vue plus précis. En revanche, en effet, il y a toute une stratégie au niveau des COG, il y a des fiches spécifiques 3.2 et 6.3 pour la CNAM, mais derrière, il n'y a pas forcément non plus d'indicateurs ou c'est pas forcément encore totalement traduit dans les CPG au niveau local. Donc c'est aussi en train réellement de se construire ce type d'initiative. Et puis il y a des territoires qui sont plus en avance que d'autres ou qui ont plus axé sur ça. Donc ça peut être revenir sur ces exemples-là également. Merci. Pour compléter hein, sur le côté, je vous avais dit en préambule, je vous ai dit, voilà, on essaie de regarder, nous, formation par formation, quand c'est pertinent. Il ne s'agit pas de faire du greenwashing en matière de formation continue pour juste verdir des formations qui ne mériteraient pas. Mais on regarde formation par formation là où c'est nécessaire et là où il y a des adaptations. Alors, il y avait cette question dans le fil de message sur, voilà, par exemple, la comptabilité durable, budget soutenable. J'ai mis un lien vers une formation qu'on mène depuis de nombreuses années sur comment rendre les fondamentaux comptables, puis il y en a une autre sur la gestion et le pilotage budgétaire. Pour l'instant, ce n'est pas intégré, mais en tout cas en 2025, il y aura forcément quelque chose qui sera proposé pour pouvoir les prendre en compte voilà, dans la mesure où les réseaux ont à le mettre en œuvre. Mais que ce soit sous forme d'ouverture vers voilà, des perspectives ou si c'est inscrit plus et ce sont des obligations, on les prendra en compte évidemment au fil de l'eau avec nos intervenants. À chaque fois, hein, on essaie d'avoir, souvent on a un intervenant dit institutionnel, des réseaux, voilà, un directeur comptable et financier ou bien quelqu'un qui est en charge voilà, du pilotage des budgets dans un organisme de sécurité sociale. Et puis, on a évidemment le prestataire qui connaissent très bien ces thématiques-là, qui nous accompagne. Ça fait le lien avec notre deuxième Zoom qu'on souhaitait faire aujourd'hui. Il y a effectivement un certain nombre de choses qui ont bougé en matière de dialogue social et d'intégration de la dimension transition écologique. Et on vient de voilà, proposer un module en ce sens qui s'adresse, bien entendu, voilà, aux DRH, managers RH des organismes, mais au-delà de ça, j'allais dire, on peut viser aussi des cadres dirigeants ou des managers stratégiques qui auraient à travailler très en relation avec notamment les CSE et les élus. Et c'est pour cela qu'on a un expert qui est dans nos locaux aujourd'hui à Saint-Étienne, parce qu'il y a aussi une formation continue sur les relations sociales, donc il prend un peu de temps pour venir nous présenter cette nouveauté hein, qui est ouverte au second semestre, RSO, dialogue social et transition écologique. Oui, en effet, ce thème est un thème relativement récent dans les relations sociales. Pour être très précis, ça fait déjà 10 ans que la question environnementale fait partie des attributions des représentants du personnel, mais d'une manière extrêmement limitée, puisque en 2013, la loi sur les lanceurs d'alerte et l'environnement a établi le droit d'alerte des élus du personnel au CSE aujourd'hui, en cas d'atteinte à la santé publique et à l'environnement. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Tout à l'heure, les propos qui étaient tenus nous démontraient la complémentarité qu'il y a entre des démarches volontaires et des obligations légales. La France enrichit son arsenal législatif à mesure qu'elle se soumet aux engagements internationaux qui ont été pris par notre pays en matière en particulier de transition écologique, et donc une succession de lois ont pu inscrire cette transition écologique dans les obligations des entreprises. Et la dernière en date, pour ainsi dire, la loi Résilience Climat d'août 2021 a conféré de nouvelles attributions aux représentants du personnel. Des nouvelles attributions qui vont pouvoir s'exercer en matière donc d'abord d'information,
et ils disposent d'informations au travers de la base de données économique sociale qui est devenue environnementale, la BDESE, et qui comprend de nouvelles rubriques d'informations des représentants du personnel sur la politique environnementale de l'entreprise, sur sa politique d'économie circulaire, c'est-à-dire en d'autres termes de recyclage, de réemploi, d'économie de fonctionnalité, et puis sur sa politique en matière climatique et en particulier au regard des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, le CSE est doté de nouvelles attributions d'information et surtout de consultation, un rôle consultatif sur les conséquences environnementales des décisions de l'employeur, un rôle très large qui s'applique aux consultations récurrentes comme aux consultations ponctuelles et qu'il s'agit d'apprendre à maîtriser. Et puis, pour remplir ces obligations, les élus au CSE peuvent recourir à un expert qui va les accompagner également pour l'analyse des données non seulement économiques et sociales, mais aussi environnementales. Le droit à la formation a été également étendu. Et enfin, certaines dispositions de la transition écologique rentrent dans le champ des négociations obligatoires, en particulier la négociation sur la gestion de l'emploi, des parcours professionnels et de la mixité des métiers. Vous voyez, donc le législateur a très largement revisiter en quelque sorte les attributions des représentants du personnel. Et au fond, il y a là une singularité qui, en quelque sorte, je dirais, permet de boucler la boucle, puisque les élus du personnel avaient déjà des attributions, évidemment, en termes économiques et en termes sociaux. Voilà maintenant qu'ils sont dotés d'attributions en termes environnementaux. Vous avez fait le lien économique, social et environnemental. On est sur les 3 piliers du développement durable. On est complètement au cœur des politiques de RSO. Et de ce fait, on peut dire que les représentants du personnel deviennent maintenant des interlocuteurs de cette transition écologique et de cette politique de RSO de l'organisme. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça élargit le périmètre historique dans lequel ils pouvaient inscrire leur action. Le périmètre du dialogue social, il était celui de l'entreprise, autour des orientations stratégiques, autour de l'organisation du travail et des conditions de travail, autour des relations de travail au sens plus large du terme, mais aussi des orientations en termes de métier, de formation, etc. Donc tout cela se concentrait à l'intérieur de l'entreprise. Et voilà qu'en élargissant le périmètre à l'ensemble des parties prenantes, des partenaires financiers, des usagers, des collectivités locales au sein desquelles les organismes sont insérés, et plus largement de toutes les parties prenantes qui peuvent être intégrées dans la dynamique de la protection sociale, eh bien, vous voyez que nos représentants du personnel ont affaire à des perspectives entièrement nouvelles et ils ont à les mobiliser d'une manière également aussi concrète que possible, ce qui n'est pas d'ailleurs sans créer un peu d'interrogation. Comment appréhender les conséquences environnementales des décisions de l'employeur de manière très concrète? Et c'est une question qui va se poser évidemment à ceux d'entre vous qui président des CSE, qui préparent la présentation des projets au CSE. Comment est-ce que je vais maintenant présenter ces enjeux environnementaux de ma décision? Toutes les données relatives à la transition écologique, en matière notamment d'éco-conception du projet, en matière de réduction des impacts environnementaux de ce projet, que ce soit sous l'angle du bilan carbone, la protection de la diversité, du tri et de la valorisation des déchets, de l'économie des ressources. Et tout à l'heure, Benjamin Génie mentionnait le sujet très important de l'infobésité qui menace nos organismes, hein, et donc la réduction de la consommation de data, hein, qui elle-même a un impact important en termes de consommation d'énergie. Plus largement, les politiques de sobriété énergétique, que ce soit sous l'angle de la mobilité verte, qui devient un thème de négociation, ou de rénovation technique des bâtiments, qui évidemment est un enjeu important dans le cadre des investissements responsables, des achats responsables des organismes. Mais donc toutes ces thématiques rentrent dans le champ du dialogue social. La politique contractuelle peut s'emparer de ces termes. La formation des représentants du personnel mérite également de se pencher sur ces sujets-là.
Au-delà, eh bien, la prise en compte du risque climatique pour la santé est sans doute quelque chose qui va concerner de plus en plus les usagers, mais qui commence aussi à concerner les salariés de vos organismes, les agents. Ici, je voudrais juste mentionner que l'Organisation internationale du travail, en 2022, a créé un nouveau droit fondamental. Il y avait un certain nombre de droits fondamentaux qui avaient été entérinés par l'OIT, la liberté d'association et le droit à la négociation, l'élimination de toute forme de travail forcé, l'interdiction du travail des enfants, l'élimination des discriminations. Eh bien, donc, à ces quatre droits fondamentaux est ajouté un nouveau qui est celui du droit à un environnement de travail sûr et sain. Vous voyez que ça aussi, ça ouvre des perspectives considérables, notamment pour les commissions santé, sécurité et conditions de travail, qui peuvent s'adosser finalement à un droit fondamental reconnu par l'OIT. Et évidemment, la France étant membre de l'OIT, elle souscrit à ce nouveau droit fondamental. Donc, entre des grandes obligations internationales et des aspects très concrets comme l'intégration des économies d'énergie dans votre projet de rénovation de bâtiment, vos représentants du personnel auront beaucoup de travail. Et l'objet de cette formation, eh bien, est de décrypter tout cela et d'essayer de structurer la manière dont le dialogue social peut s'enrichir de ces questions touchant à la transition écologique, d'une part, et d'autre part, peut être aussi un levier de la RSO et donc du partage de la politique de responsabilité sociétale de l'organisme. Voilà donc les grands enjeux de cette formation. Alors, elle se structure de façon un peu classique autour de l'articulation qui peut exister entre RSO, transition écologique et dialogue social. Donc la dimension des spectres respectifs de ce qui peut être des politiques volontaires en matière de RSO, des politiques plus impératives en matière de transition écologique, mais au travers d'un certain nombre d'obligations. On mentionnait tout à l'heure des futures obligations financières et comptables. Et donc l'articulation entre des normes volontaires, des obligations légales. Et puis, il est intéressant également, et on y consacre un temps dans la matinée, la première matinée de cette formation, d'observer la manière dont les organisations syndicales s'approprient ces sujets. Les organisations syndicales sont très attentives. Ça n'est pas qu'un phénomène de génération. Évidemment, on a des nouvelles têtes en responsabilité dans les grandes organisations, dans les grandes confédérations syndicales. Je vous donne juste un élément d'appréciation, mais la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon, a dans son passé professionnel travaillé pour une société de conseil spécialisée dans la protection de l'environnement pour les industries chimiques. Donc forcément, à la tête de la Confédération, ça peut donner à son mandat une certaine orientation. Mais ça ne tient pas évidemment qu'au personnel des organisations syndicales, ça tient plus fondamentalement à leur manière de considérer leur rôle. Il est intéressant également de souligner que ces grandes organisations, c'est le cas de la CGT, c'est le cas de la CFDT, ont modifié leur statut pour intégrer dans leur objet social la protection de l'environnement. Et donc, la prise de conscience, elle existe aussi auprès des représentants du personnel. Elle va se diffuser au travers des formations qui seront dispensées par les organisations syndicales à leurs membres et aux représentants dans les entreprises. Et il faut s'attendre à ce que ça devienne aussi, de leur part, une exigence de dialogue social. C'est d'ailleurs un des points qui a été consacré par un accord national interprofessionnel le 11 avril 2023 relatif à la transition écologique et au dialogue social. C'est un des sujets qui est abordé aussi dans cette formation. Voilà. Et puis, plus fondamentalement, la formation essaye d'explorer ces nouvelles attributions des représentants du personnel, comment construire la présentation d'un projet en vue d'un avis consultatif en CSE, présenter l'impact environnemental de ces décisions, les mesures de prévention qui peuvent être prises. Y a-t-il des méthodes de prévention des impacts environnementaux? Et puis plus globalement, tous les autres moyens reconnus maintenant au CSE en matière de transition écologique, droit d'alerte, expertise, etc.
Voilà. Et naturellement, le thème de la formation n'est pas oublié. Il y a à se saisir des obligations de la négociation, mais aussi des opportunités de négociation plus facultatives pour renforcer finalement l'engagement, la cohésion sociale autour de ces thèmes. C'est un aspect de shift management qu'évoquait Benjamin Génie. Et un focus peut être fait en particulier sur les enjeux de la négociation sur la qualité de vie et les conditions de travail, notamment en matière de mobilité durable. Euh, Parce que finalement, ce dialogue social enrichi et je dirais élargi à la RSO, eh bien, est une opportunité, mais qui présente autant d'effets de levier peut-être que de freins. Et donc, il y a certainement à réfléchir pour non pas simplement être dans une forme de conformité juridique, c'est évidemment important, mais ce serait un peu restrictif. Je pense qu'il y a des enjeux surtout d'innovation et d'une innovation partagée avec les représentants du personnel, avec les managers de l'entreprise, pour pouvoir s'approprier ces thématiques et enrichir ainsi plus globalement, effectivement, la qualité de vie et les conditions de travail et l'engagement sociétal des organismes. Voilà donc Merci. rapidement décrit le programme de cette formation. Merci beaucoup. Alors, dans le fil de conversation, je ne vois pas de questions spécifiques à cette formation-là. Ou alors je ne suis pas allé au bout. Moi, j'en ai une. Enfin, en tout cas, c'est plus peut-être un éclairage pour accompagner. Mais est-ce que, en termes notamment de contentieux, il y a des choses ou pas? Enfin, est-ce qu'il y a je sais pas si il y a déjà eu un contentieux lié à ça, c'est-à-dire que ces nouvelles compétences qui n'auraient pas été bien accompagnées dans certaines organisations, certaines entreprises, et qui en est lieu justement à enfin, ce qui aurait dû être positif s'est transformé en un contentieux, voire même de la jurisprudence en la matière. Je sais pas, j'imagine qu'il y a plein de À ma choses, mais connaissance, quelques à, exemples. à ma connaissance, pas encore de contentieux social sur le sujet. Je suis évidemment en contact aussi avec des représentants du personnel et des organisations syndicales. J'essaie d'observer, d'échanger aussi sur la manière dont ils s'approprient ces sujets. Sans surprise, les organisations syndicales restent préoccupées par des grandes thématiques que sont l'emploi et la rémunération et les conditions de travail au sens large. Il n'y a pas encore de très fortes revendications qui s'expriment et je n'ai pas connaissance de contentieux. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un objet de conflit, mais pour vous raconter une anecdote, le sujet conflictuel n'est pas forcément là où on l'attend. Et j'ai ainsi donc été informé d'un conflit qui est intervenu dans un organisme de protection sociale lorsqu'il s'est agi de changer le parc automobile pour passer à des véhicules électriques et des inspecteurs, des contrôleurs qui bénéficiaient de voitures de service, de fonction, tout ça étant parfois un peu mixé, se sont opposés à la dégradation du standard de véhicule qui leur était confié jusqu'à présent pour adopter un modeste véhicule électrique. Vous voyez, donc comme quoi les difficultés ne sont pas toujours là où on les imagine. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est là en relation, je ne pense pas que c'est en relation avec des dimensions écologiques, mais plus par rapport effectivement Oui, là encore, en l'occurrence, voilà, la Caisse avait certainement une Bon, intention après, vertueuse qui était de... c'est un sujet assez sensible. Donc, voilà, effectivement. Ok, et à l'inverse, retour d'expérience ou votre vision, une expérience un peu réussie ou une entreprise qui a vraiment réussi à TSE et qui en a fait entre guillemets un allié en matière de transition écologique, Alors, en matière pas forcément la sécurité sociale. Hein. alors, votre intervention était pour moi très hachée, donc un peu difficile à saisir, mais Non, j'en ai compris les... je disais à l'inverse de la dimension contentieuse, si vous aviez un exemple d'entreprise qui a vraiment réussi à bien intégrer le dialogue avec les représentants du personnel sur des problématiques de transition écologique. Alors,
Pour donner un exemple, peut-être, j'étais la semaine dernière et la semaine précédente encore en formation conjointe d'un CSE d'un grand organisme d'assurance mutualiste, formation demandée à la fois par les représentants du personnel et la direction. Ils ont souhaité se former ensemble à ces sujets pour que ça soit effectivement ensuite un thème de dialogue, un thème facilitant du dialogue social. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est qu'une partie des travaux au cours de cette formation a été consacrée de la part des élus à leur propre responsabilité sociétale, comment notre organisation de CSE, comment nos activités sociales et culturelles peuvent s'inscrire dans la transition écologique, quel est notre rôle à jouer pour réduire l'impact carbone des offres que nous proposons aux salariés en matière de loisirs, en matière de culture, par exemple. Très bien, merci. Alors on dit que parfois on m'entend de façon hachée. J'espère que ce n'est pas le cas pour les auditeurs de ce webinaire. On approche de la fin de ce webinaire. Dans le fil de discussion, alors il y a des questions sur effectivement la loi Pacte, la matrice de double matérialité. À moins que vous ayez des éléments d'éclairage, je pense que ce n'est pas forcément dans vos deux formations que c'est abordé. Ça renvoie pour moi à nos formations en comptabilité. Voilà, c'est pour ça, Monsieur Le Gallais, on pourra voilà, vous répondre à part, on va dire. Et puis, je pense que c'est pas forcément. Et voilà, mais la loi Pacte voilà, est bien abordée. Et il y avait une autre question sur laquelle j'ai essayé de répondre rapidement dans le fil de chat, justement, qui est intéressante sur la partie contrainte versus enfin, la transition écologique vécue. Nous, on veut montrer qu'on peut en faire un levier d'action et un levier de motivation, un levier d'animation du collectif. Mais effectivement, il peut y avoir chez certains la légitime question de est-ce que c'est pas plus une contrainte en permanence? Donc on a parlé de l'exemple là du renouvellement d'une flotte automobile en électrique. On nous met sur le fil voilà, le tri sélectif, la diminution de la viande à la quantité, enfin toute une série de thématiques qui peuvent ne pas susciter l'adhésion de l'ensemble du collectif. Et alors, moi, ce qui me semble plus adapté, nous, en matière de formation, après, sur le fond, je ne me prononcerai pas, mais c'est que la formation, le manager shifter, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de donner des idées, des leviers pour justement que ce ne soit pas non plus quelque chose qui soit vécu de façon... enfin, on sait qu'il y a toujours là-dessus des leaders dans chaque organisation, des gens qui sont un peu plus en avance, un peu plus, qui portent plus ou moins les projets. L'idée, c'est de faire en sorte que collectivement, tout le monde ait au moins été sensibilisé à ça, à son impact, et qu'on puisse valoriser, communiquer, donner du sens. Il y a notamment une partie qui est vraiment importante, c'est tout ce qui est stratégie dite de marque employeur ou de levier d'attractivité pour les salariés. Et ça, c'est quand même de plus en plus important. C'est-à-dire que on sait tous, et derrière le petit écran, je pense que personne ne me contredira, que les salaires à la sécurité sociale, malheureusement, ne sont pas un levier fort d'attractivité. Parce que voilà, on a des grilles salariales qui ont certes évolué, mais qui ne sont pas extrêmement valorisantes par rapport à d'autres secteurs. Par contre, ce que nous, on peut mettre en avant, c'est la question quand même du pourquoi et du sens. Pourquoi je travaille pour un service public? Je ne dis pas que ça fait tout, mais c'est quand même une part importante quand on a des recrutements à faire et dans la fidélisation. Et dans cette partie-là, la transition écologique, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ça fait partie, on va dire, du bien-être au travail. Si j'ai à recommander, est-ce que dans les baromètres sociaux, on a souvent la question, est-ce que vous recommanderiez à vos proches, à des amis, de venir travailler chez vous, dans votre CAF, votre caisse primaire, votre URSSAF, etc. On peut estimer, je n'ai pas de données chiffrées là-dessus, mais que quand, par exemple, la dimension, voilà, je travaille dans un organisme respectueux de son environnement, qui a une démarche de transition écologique un peu aboutie, ça peut jouer en termes d'attractivité. Voilà. Donc ces formations-là, elles vont aussi donner des leviers pour, et puis même au sein d'une réunion de travail, comment valoriser une initiative,
voilà, sans trop en faire non plus. Mais, donc il y a l'aspect voilà, objectiver, quantifier, diagnostiquer. Ça, Alexandre Berth l'a aussi bien présenté au démarrage. L'état de l'art, il y a quand même des données. On progresse, hein, on arrive à mieux savoir. Je ne sais pas, par exemple, la branche retraite où elle en est, mais elle voulait quantifier l'impact CO2 d'une prestation, d'une demande de retraite en ligne versus une demande de retraite papier. Voilà, donc là-dessus, on avance hein, dans différents périmètres. Et puis après, il y a aussi tout l'aspect accompagnement des équipes. Et je pense qu'il faut sortir du strict voilà, pilotage RSO via un pilote RSO qui serait l'alpha et l'oméga de la démarche de transition écologique. Voilà, on est tous et on peut tous être acteurs. Ok, mais écoutez, je ne vois pas d'autres questions dans le fil de conversation. Je remercie à nos deux intervenants, aussi Amélie, Gabriel, les responsables projets avec Virginie, les trois responsables projets en charge de ces thématiques et puis de l'animation et de la préparation de ce webinaire. Je vous renvoie, donc dans la foulée, vous recevrez toutes et tous le support, les offres rebonds et je vous rappelle aussi qu'on a une newsletter mensuelle qui permet de suivre nos actualités, peut-être le meilleur moyen aussi, voilà, vous voyez ici, qui permet de vous tenir informé sur les actualités des réseaux de la sécurité sociale, les actualités formation. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous, et puis à très vite, en présentiel ou en distanciel. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.